Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Tiffaine Chailloux et vous écoutez Parlons d'endo, le podcast qui vous parle d'endométriose. Il y a des êtres qu'on ne connaît pas bien et qui pourtant nous semblent proches. Peut-être est-ce parce que l'essence de ce qu'ils sont correspond à nos valeurs, comme si une fraternité inconsciente existait et rendait les relations simples et évidentes. Victoire Tessman, extrait de son livre L'ami d'éternité aux éditions Pygmalion. Ce livre trace la merveilleuse amitié de Victoire avec Bernard Giraudot qu'elle a rencontré lors d'un de ses castings à 17 ans. Une amitié hors du temps qui durera toute une vie. Je vous invite vivement à découvrir cet ouvrage parsemé de noblesse, de liberté et de bienveillance. Vous commencez à me connaître au travers de Parlons d'endo et vous savez que j'ai peur de faire des amalgames autour de l'endométriose. Il y a beaucoup d'idées reçues qui ont déjà blessé des femmes et l'idée est d'être plus heureuse et de se révéler pendant sa maladie, pas de s'enfoncer et de se rendre compte après via des déceptions un peu violentes que nos traitements miraculeux ne fonctionnent pas. Pour être clair, il n'y a pas de traitement aujourd'hui contre l'endométriose. Il y a des traitements pour diminuer les douleurs, il y a des traitements pour ralentir l'évolution de la maladie, mais pour le moment, on ne sait pas comment éradiquer l'endométriose du corps d'une femme. Certaines femmes raconteront leur chemin de guérison total, miraculeux. Peut-être que leurs symptômes sont dormants, peut-être qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais en tout cas, il faut prendre avec des pincettes ce genre de choses puisqu'elles peuvent en fait nous mettre en danger. Ceci étant dit, cet épisode nous emmène dans le pays des émotions, une balade à travers la bienveillance, l'écoute de soi et la découverte de ce que peut être un chemin de guérison qui rend plus heureux se servir de la maladie pour avancer. Lorsque j'ai appris que j'avais de l'endométriose, je me suis posé cette question que beaucoup se posent. Est-ce que je vais aller voir quelqu'un ? Ai-je besoin d'aide ? Est-ce que j'ai besoin de parler ? Face à la maladie, mes émotions se mélangeaient. Et de fil en aiguille, certains médecins ont commencé à me conseiller d'aller voir quelqu'un. Bien sûr, au début, je l'ai mal pris. Je ne comprenais pas pourquoi les médecins me disaient de me soigner psychologiquement lorsque je souffrais dans mon corps. Mais aujourd'hui, je repense à toutes ces questions que je leur posais sur la différence entre infertilité et stérilité, sur l'avenir et cette colère sourde qui rugissait lorsque je pensais à toutes ces années où j'avais eu mal, loupé des examens, des partiels, des opportunités, sans vraiment savoir ce que j'avais et sans savoir contre quoi je luttais. Je n'avais jamais fait ça auparavant et c'est très naturellement qu'au bout d'un certain temps, je me suis dirigée vers Victoire pour parler, mettre de l'ordre, trouver des solutions. Je pense qu'avec l'endométriose, il faut trouver son chemin, sa technique, mais qu'il est nécessaire d'accompagner les traitements, les solutions, par un accompagnement psychologique quel qu'il soit. Spirituel, littéraire, sportif, à travers le voyage. Quelque chose qui nous guide, qui nous pousse à rester positif et à continuer d'avancer. En parallèle de mes échanges avec Victoire, je suis allée enquêter sur la piste du somatique. Qu'est-ce qu'une maladie somatique ? Pourquoi certains médecins m'avaient dit que c'était dans ma tête ou que je pouvais me créer mes symptômes ? Évidemment, ça n'était pas le cas puisque mes symptômes étaient reliés à l'endométriose qui est une maladie bien véritable, mais on m'a plusieurs fois parlé de la relation à la mère, du tissu embryonnaire. On m'a posé à plusieurs reprises la question de savoir dans quelles conditions j'étais née, si mes parents me désiraient, si j'avais moi-même eu des soucis plus petites que j'aurais portés, des frustrations, des non-dits. Finalement, ces explorations m'ont fait le plus grand bien. Et j'aimerais inviter chacune d'entre vous à explorer à votre manière, à votre intensité, à votre rythme, ce genre de sujet qui devrait en fait parsemer la vie de chacune d'entre nous. Autant de questions que j'ai tenté d'explorer avec Victoire. Elle nous livre des conseils qui m'ont été précieux et qui j'espère vous seront précieux également. Si vous ne connaissez pas Victoire Tessman, je vous invite à découvrir son œuvre et sa vie. C'est en sa qualité de psychanalyste plutôt jungienne que je l'interroge aujourd'hui, mais comme vous l'aurez compris, elle est aussi auteure, metteur en scène et conférencière. J'ai voulu démêler ce lien intrinsèque entre émotion et maladie, la libération des frustrations, des peurs, des hontes, l'ancrage, le chemin vers soi, comme j'aime l'appeler, peuvent venir aider à la guérison. C'est en ce sens que ce sujet est important à traiter lorsqu'on parle d'endométriose. On commence. Partons dans le monde des émotions, de la douleur, de la maladie, mais aussi la distinction entre l'âme et le corps. Bonjour Victoire et merci d'accepter de vous prêter au jeu, de l'interview, je dirais même à l'exercice. Peut-être qu'on pourrait commencer par une brève présentation, j'espère ne rien avoir oublié. Et puis ensuite, on rentrera directement dans le vif du sujet. On parlera émotion, maladie, accompagnement et endométriose. Alors sur le sujet, on va parler d'une partie de mes compétences, on va dire pas de tout. J'ai une formation de psychanalyste et de psychothérapeute, plutôt jungienne d'ailleurs, ce qui n'est pas courant en France. Mais bon, c'est peut-être parce que je suis belge.
Voilà, et en effet, je suis aussi auteure et conférencière. Dans ma pratique, on va dire que sans vraiment le choisir ou le décider, j'ai accompagné beaucoup de personnes malades. Alors, ce sont plutôt des personnes atteintes du cancer que j'ai accompagnées, mais j'ai en effet rencontré beaucoup de personnes qui souffraient d'endométriose également. Voilà. La thérapie jungienne est une forme particulière de psychothérapie qui a pour objectif de faciliter l'intégrité psychique de la personne en arrivant à un accord avec son inconscient. Ce que j'en ai compris, c'est qu'elle estime que les solutions sont en nous et qu'il n'y a que l'individu qui peut agir sur sa propre psychologie. La thérapie jungienne cherche à illuminer les zones obscures de notre psyché dans le but de favoriser l'épanouissement personnel. Elle permet les retrouvailles avec le soi, tout en acceptant de plus en plus et de mieux en mieux le moi, dans son ombre et dans sa lumière. Elle permet de se donner forme, sa forme réelle, la forme qui existait dans l'innocence de l'enfance, encore neutre, et de rétablir un équilibre émotionnel plus authentique. Carl Gustav Jung rend l'individu extraordinaire et donne comme conseil au psychothérapeute de voir son patient comme une chose inédite, comme quelque chose d'unique, de merveilleux, d'exceptionnel. Il n'y a qu'ainsi qu'il pourra se rapprocher de la vérité selon lui. Il différencie l'individu du collectif. L'individu est d'une importance décisive car c'est lui le vecteur de la vie et de l'existence. Ni le groupe ni la masse ne peuvent le remplacer. Enfin, en ce qui concerne l'endométriose et la maladie, Carl Gustav Jung estime que les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. Quoi qu'il en soit, la chronicité de la maladie, sa récurrence, peut atteindre profondément le moral de la femme qui est atteinte. Je m'interroge avec Victoire sur cette corrélation entre dépression et endométriose. Comme vous le savez, l'endométriose est une maladie inflammatoire, hormonodépendante, neuropathique, chronique et probablement immunitaire. On ignore encore beaucoup de choses sur l'endométriose. La recherche tâtonne et les découvertes arrivent doucement. En attendant, il faut bien essayer de trouver son équilibre. Malheureusement, il n'existe pas de traitement définitif de l'endométriose. C'est pour cela que les patientes sont très affectées lorsqu'elles apprennent qu'elles ont cette maladie, qui les touche dans ce qu'elles ont de plus intime. Je demande à Victoire ce que la maladie peut déclencher en nous, sur le plan émotionnel, aussi bien positivement que négativement. Alors, ce qui est évidemment qu'il peut y avoir une lassitude, un épuisement, un ras-le-bol, enfin voilà, que quand on est malade et qu'on sait qu'il n'y a pas de solution, parce qu'il y a des maladies pour lesquelles il n'y a pas de solution. Il y a des possibilités d'aménager la douleur ou d'aménager, les problématiques que génère la maladie, mais il y a des maladies pour lesquelles aujourd'hui on n'a pas de solution. Donc c'est vrai que en tant que patient, qu'en tant que malade, vivre ça peut être épuisant, désespérant. On rencontre même des personnes qui peuvent aller jusqu'à la dépression en fait. Et en même temps, ce qui est vraiment magnifique chez l'être vivant, l'être humain bien sûr, mais l'être vivant aussi, c'est que la vie est plus forte que tout d'une certaine manière. L'énergie de vie est vraiment extraordinaire. Et donc, la maladie peut être aussi, pour un certain nombre de personnes, une opportunité de changer de vie, de se rencontrer, de faire des de faire des choix, mon lapsus est intéressant, de faire des choix plus adéquats, plus cohérents avec ce qu'ils ont envie d'être, de vivre, et donc de mettre plus de joie dans leur vie. C'est-à-dire, par exemple, un exemple typique de ça, c'était mon ami Guy Corneau. Guy Corneau est quelqu'un qui a évolué grâce à la maladie. Il a eu très jeune une colite ulcéreuse qui l'a amené jusqu'à la mort. Il était à l'époque metteur en scène, auteur, comédien au Québec, et il est parti faire 7 ans d'études à l'Institut Carl Gustav Jung de Zurich. Ça a changé sa vie, cette maladie, et le fait d'arriver près de la mort. Et puis après, le cancer qu'il a eu, qui était un cancer très avancé dont il a échappé, l'a amené à comprendre que le psychothérapeute et psychanalyste de renom qu'il était avait mis de côté sa part artistique. Et donc il est revenu vers sa part artistique, vers le théâtre. Donc la maladie, ça c'est un exemple, mais il y en a plein des exemples de cet ordre-là. La maladie peut aussi être une opportunité de rencontre avec soi, de réajustement dans ce qui n'est pas cohérent ou ajusté dans nos vies en fait.
Guy Corneau est psychanalyste de formation. Il est allé se former à l'Institut de psychologie analytique jungienne à Zurich. Il est aussi auteur de 5 livres qui viennent aider les lecteurs dans le développement de leur personne profonde et les assister dans les blessures qui s'incarnent dans leur corps et dans leur esprit. Lorsque j'ai rencontré Victoire, elle m'a tout de suite parlé de Guy Corneau, de son parcours et notamment de son livre « La guérison du cœur » qui présente une réflexion globale sur le sens de la souffrance physique et psychologique. Le mot d'ordre de Guy Corneau, revivre. Revivre constamment face aux épreuves et se redécouvrir si l'on s'est perdu. Il se posait la question de ce que cache comme défi, comme mal-être, une maladie. Comme vous le savez, j'ai créé Parlons d'Endo pour essayer d'aider les femmes sur le sujet de l'endométriose. Je trouve que le sujet de la psychanalyse, quelle que soit sa forme, est essentiel quand on parle d'une maladie. La pensée jungienne est une pensée qui me correspondait sur plein d'aspects, notamment sa bienveillance, sa douceur et le fait que je puisse travailler sur moi. Mais je n'ai pas le monopole de la psychanalyse, évidemment, et c'est à chacune d'entre vous de trouver le type d'accompagnement qui lui convient. Victoire Tessman nous met ici sur la voie, sur le chemin, elle pose les mots sur ce que nous pouvons penser de notre maladie si nous en faisons le choix libre. C'est à chacune de décider de vivre son endométriose positivement, de laisser le temps de bien sûr l'assimiler, l'accepter, pour pouvoir ensuite revenir plus forte. Je préfère prévenir que guérir. Lorsque nous parlons d'accompagnement psychologique, il ne s'agit évidemment pas d'un traitement contre l'endométriose. Le traitement reste médicamenteux, physiologique, et chaque femme a une endométriose différente, comme vous le savez. On ne traitera pas une femme comme une autre, et c'est pour cela qu'il est difficile de trouver des clés générales et qu'il vaut mieux trouver ses clés à soi. Ceci étant dit, l'accompagnement psychologique fait partie de la guérison et pleinement, puisqu'il s'agit de vous rencontrer au travers de vos réactions et de savoir vraiment ce que vous voulez pour accomplir votre chemin de guérison à vous. Je poursuis ma conversation avec Victoire en lui demandant si, en tant que psychanalyste, et selon elle, il y a d'autres chemins que la psychanalyse pour s'accompagner pendant la maladie et réussir à aller puiser des forces qu'on ignorait souvent soi-même. En effet, pour des raisons financières, pour des raisons de personnalité, de mots, de langage, la psychanalyse ne correspond pas à tout le monde. Quels sont les chemins que nous pouvons choisir pour pouvoir avancer et qui nous aideraient à mieux vivre notre endométriose ? Alors mes amis psychanalystes vont peut-être pas apprécier ce que je vais dire, mais je pense que non, tout le monde n'est pas fait pour faire une psychanalyse et que la psychanalyse n'est pas la panacée. C'est pour ça que la psychothérapie ou d'autres formes de pratiques, d'ailleurs parfois le coaching peut être formidable aussi quand il est fait par des personnes de qualité. La lecture peut aider beaucoup. Il y a des gens qui apprennent plein de choses sur eux-mêmes grâce à la lecture. Alors évidemment un travail psychologique, dans le sens décoder pourquoi mes émotions m'amènent là, pourquoi j'ai fait tel et tel choix qui m'ont amené à être à côté de ma vie ou à côté de ce que je suis ou à côté de mes rêves. Bien sûr que ça peut être intéressant de faire un travail psychothérapeutique ou psychanalytique. Mais je pense que tout le monde ne peut pas emprunter ce chemin-là. Il y a des personnes pour lesquelles la spiritualité va les aider à se rencontrer, d'autres personnes pour lesquelles ça va être... Moi, je connais un jeune garçon, par exemple, qui avait une problématique de santé et il a été voir un psychologue 2 ou 3 fois, ça l'aidait pas du tout parce que c'était pas son mode et finalement, il est parti voyager et le voyage l'a fait se rencontrer. Il a fini en Inde dans un ashram où il a médité pendant quelques mois, il a appris à méditer et la méditation lui a vraiment permis de se rencontrer. Donc des chemins, il y en a, ils sont nombreux les chemins. C'est vrai que le plus courant est souvent d'essayer de se rencontrer par le biais d'entretiens avec un psychologue ou un psychothérapeute, un psychanalyste. Voilà, mais ça c'est beaucoup dans notre société occidentale aussi, je pense. J'avais peur d'aborder ce sujet, la psychologie et les émotions et l'endométriose. Nombreuses personnes m'avaient mise en garde. Attention, il y a des dangers à parler de la psychologie. Certaines femmes pensent qu'il suffit de méditer pour guérir, et c'est un risque énorme. D'autres femmes arrêtent les traitements sans prendre en considération les risques
et ne le font pas en conscience. Méfie-toi. Il m'a fallu un petit événement pour pouvoir me décider. Je descendais de mon immeuble et je suis tombée sur un livre qu'un de mes voisins m'avait partagé, je ne sais pas lequel, un livre sur le corps, des petits essais philosophiques de Monaco, je ne sais pas ce qu'il faisait là. Et en ouvrant la première page, je suis tombée sur un article de médecine d'aujourd'hui qui disait qu'il y avait un problème dans le fonctionnement, qui était que la souffrance psychologique et la douleur physique étaient séparées l'une de l'autre. Or, il n'y a pas les maux du corps et les maux de l'âme. Les deux sont la même chose. C'est ce que Georges Grodeck, le père de l'approche psychosomatique, a essayé de démontrer pendant des années. Il faut traiter les deux. C'est comme ça et seulement comme cela que l'on peut guérir. Cela m'a décidé immédiatement à faire cet épisode et à parler de psychologie, d'émotions et de maladies avec Victoire. Avec l'endométriose, on se sent vite esclave d'un système. Mon parcours est très simple et il est le même que beaucoup de femmes qui sont atteintes d'endométriose. J'avais des douleurs, j'ai donc fait une échographie. Cette échographie montrait des signes un peu douteux. J'ai donc fait une IRM en deuxième intention pour essayer de vérifier où étaient ces lésions. Le résultat s'est avéré positif. J'avais de l'endométriose et de l'adénomiose. Je suis allée voir un gynécologue spécialisé. Puis de fil en aiguille, je suis allée voir un chirurgien dans un centre expert qui m'a proposé de m'opérer par cœlioscopie et j'ai pu ensuite commencer un deuxième parcours. Ce deuxième parcours, c'est d'abord et avant tout que j'ai ressenti le besoin d'être aidée pour pouvoir vivre chaque mois ces douleurs récurrentes qui revenaient, pour pouvoir gérer ma vie, mes projets, mon travail, mes amitiés, sans avoir peur de moi-même, de démêler en fait ce que je ressentais et de comprendre pourquoi à certains moments je m'effondrais, ou alors justement d'essayer de trouver des nouveaux moyens pour pouvoir tenir le choc, avoir plus d'énergie, pour pouvoir vivre plus heureuse. C'est un peu l'envie de tout le monde de vivre plus heureuse. Et je pense que c'est pour cela qu'il est indispensable de traiter l'endométriose avec en parallèle ce chemin qui vous ramène à vous. Mais pourquoi ai-je l'impression qu'il y a une sorte de guerre entre médecine occidentale et médecine orientale, entre médecine dite classique et médecine dite douce? Est-ce qu'il y aurait les personnes perchées qui iraient faire du yoga, de l'hypnose, etc. et les personnes rationnelles qui se feraient soigner par traitement chimique, etc. La réalité est bien loin d'être celle-là puisque l'équilibre est en alliant les deux méthodes de manière subtile et de se rapprocher de choses concrètes pour pouvoir ensuite aller chercher plus loin, essayer de comprendre ce qu'on vit, ça c'est peut-être vraiment le chemin de guérison. J'ai interrogé Victoire sur cette opposition qu'il y a dans notre système de pensée entre médecine classique et médecine alternative. Alors, personnellement, je pense que c'est le grand drame que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une levée de bouclier contre tout ce qui est thérapie alternative. Et je pense que c'est dommage, vraiment dommage. On l'a vu récemment avec l'homéopathie et tout ce qui tourne autour de l'homéopathie. On est dans une société qui est encore très basée sur des principes proposés par Pascal, Descartes et tout ça. C'est-à-dire, on n'existe que ce que je peux démontrer. Or, il y a des médecines qui ne peuvent pas suivre ce process-là. Je veux juste dire que c'est dommage qu'on fasse le procès de certaines médecines, que ce soit l'acupuncture, la médecine chinoise, l'homéopathie, l'ostéopathie, enfin, il y a énormément de médecines dites parallèles, dites douces, dites alternatives aussi, qui sont extrêmement complémentaires de la médecine allopathique. Moi, je crois vraiment que la conjugaison, l'alliance plutôt, des compétences et des talents au service d'un patient est un gage de guérison et de réussite formidable. Alors évidemment, il faut être prudent parce que tout comme il y a des mauvais médecins, il y a des mauvais thérapeutes, il y a des mauvais acupuncteurs, il y a des acupuncteurs qui se sont formés 3 semaines quelque part et qui se disent acupuncteurs. Donc il y a des médecins ou des praticiens qui pratiquent l'homéopathie en ayant une petite base. Donc tout ça dessert les médecines douces. Parce que ce qui est réel en tout cas, c'est que la médecine classique, c'est un certain nombre d'années d'études. Quand on fait une spécialité, ça peut aller jusqu'à 15 ou 17 ou 18 ans. Et que bien sûr, il y a un gage de sérieux. Mais il y a un gage de sérieux aussi dans les médecines alternatives quand elles sont apprises de façon juste en fait. Et donc l'alliance pour moi est une évidence parce que sinon c'est comme nier, je ne sais pas, c'est dire que la physique quantique n'existe pas et qu'il n'y a que la physique mécanique qui fonctionne, qui
existe. Pour moi, c'est de cet ordre-là, et je pense que là où nous en sommes aujourd'hui dans notre société, nous sommes à un carrefour de chemin, et je pense que d'ici 20 ou 30 ans, peut-être que les personnes qui ont très peur de toutes ces médecines, il y a des mots qui sont galvaudés. Donc je cherche mes mots parce que médecine quantique, médecine vibratoire, ça fait très... Mais il n'empêche que ces médecines parlent de ça. Ça fonctionne sur une base tellement peu démontrable aujourd'hui dans le process qu'on imagine juste pour démontrer quelque chose, qu'on a tendance à dire que c'est placebo. Mais moi, il me semble que le véritable esprit scientifique n'est pas de passer uniquement par la démonstration suivant un certain process, mais d'être dans l'ouverture, justement, d'être dans l'ouverture et la recherche et tenter de comprendre pourquoi ça fonctionne. Et je trouve que c'est un petit peu dommage aujourd'hui de cloisonner et de ne pas être dans une coopération des compétences au service d'un patient. En tout cas, ça va pouvoir permettre de tenter de donner du sens à ce qu'on vit. Et parfois, même si on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive, ça peut nous permettre de savoir ce qu'on fait de cette expérience, avec cette expérience, pour pouvoir continuer à avancer et être heureux. Pendant mon parcours avec Victoire, j'ai appris que nous avions tous une part d'ombre et de lumière, et qu'il était dangereux de refouler cette part d'ombre, parce que c'était en fait refouler une partie de soi. J'ai aussi appris que souvent la solution à un problème était de prendre un moment pour soi et de trouver quel type de moment nous conviendrait. J'ai aussi appris à m'éloigner, me détacher du regard des autres, ce qui m'a permis d'aimer ma vulnérabilité. J'avais été blessée dans le passé par des incompréhensions, des doutes sur ce que je pouvais ressentir venant de mon entourage. La réconciliation est proche. J'ai aussi appris à mieux m'aimer, à mieux me comprendre et à pouvoir mener mes combats sans en faire part à la terre entière, juste pour moi, pour être heureuse. C'est ce genre de déclic qui permet de vivre sa guérison un peu différemment. Je parle là de connaissance du cœur, évidemment, mais cette connaissance du cœur, pour moi, permet une guérison plus sereine. Et c'est sûrement ça la clé. En Occident, on privilégie souvent le mental au corps. Le corps est un tabou, réprimé, menacé surtout par la sédentarité de la vie moderne. Avant, les hommes bougeaient, se déplaçaient, ces fameux chasseurs-cueilleurs. Mais aujourd'hui, comment se reconnecter ? En 1637, la séparation du corps et de l'esprit, cartésienne, est venue sceller cette erreur. Si nous ne laissons pas la place nécessaire au corps, cela empêche nos émotions, cela joue sur notre vitalité et on se retrouve stressé, tendu, disait Serge Augier. Le travail corporel est nécessaire et aussi important que le spirituel, émotionnel. Le spirituel, trop développé, nous fait ressentir comme un géant dans notre corps. Travailler le corps nous permet d'atteindre la stabilité. L'objectif de cet épisode n'est pas de vous convaincre de mener tel type de suivi. C'était juste pour vous montrer qu'il y avait peut-être une autre carte à jouer dans la partie que vous êtes en train de mener avec l'endométriose, et celle-ci est plutôt libératrice. Je poursuis ma conversation avec Victoire et j'ai envie de creuser un sujet avec elle, ce rapport à la mère. Pourquoi tant de médecins, même les plus rationnels, m'ont parlé de la relation à la mère ? Je reste toujours sceptique sur ce sujet, mais je m'interroge sur la signification de la mère en psychologie. Bon, alors, la mère en psychologie est la mère ou le donneur de soins, parce que les enfants qui n'ont pas de maman, par exemple, c'est le donneur de soins qui prend cette place-là. Mais c'est vrai que la mère est théoriquement, en tout cas psychanalytiquement parlant, et même freudiennement parlant, est le socle sur lequel l'enfant va construire son émotionnel et son psychologique. On va dire que la base de cette construction est surtout entre 0 et 3 ans et puis jusqu'à 6 ans. Même si aujourd'hui ça évolue beaucoup, cette conception-là de la construction psychique et émotionnelle de l'enfant. Donc comme le donneur de soins est théoriquement la mère, aujourd'hui, heureusement, les papas prennent bien leur place aussi, d'ailleurs. Il y a de plus en plus de papas qui s'occupent de leur enfant dès tout petit, et c'est merveilleux. Mais le donneur de soins, on va dire plutôt que la mère, a un impact énorme sur l'enfant. Parce que la façon dont il va s'occuper de lui, dont il va l'aimer, la présence qu'il va avoir à cet enfant, va avoir un impact sur la construction psychique de l'enfant. C'est-à-dire qu'on peut avoir une maman qui est folle de bonheur d'avoir eu un bébé, mais qui est préoccupée par ailleurs. Et l'enfant, ce qu'il perçoit, c'est la préoccupation de la mère, mais lui, il peut la vivre. Je ne dis pas qu'il la vit, mais il peut la vivre comme une absence à lui. Et donc, comme est-ce que j'ai de l'importance ? Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Enfin, vous voyez, il y a plein de choses de cet ordre-là qui peuvent se
produire au niveau émotionnel et psychique pour le petit enfant. Alors que la mère a l'impression d'être follement heureuse d'avoir un enfant. Donc imaginez ce que ça peut être quand une maman est angoissée d'avoir eu un enfant ou quand ça se passe pas bien entre maman et papa. Tout ça, ça parle de la théorie de l'attachement de Bowlby, justement. Je vais vous faire une confidence. J'ai interviewé une 50aine des femmes déjà pour Parlons d'Endo, et sur ces 50 femmes, il y en avait 40 qui rencontraient des difficultés avec leur mère. Des difficultés de différentes sortes évidemment. Et c'est pour ça que cette question m'est un peu apparue comme étant naturelle. Quelle influence peut avoir le lien qu'on entretient avec notre génitrice, notre donneur de soins, notre mère? Quelle influence peut-elle avoir sur nous et sur la maladie au sens psychologique du terme? Donc, quelle influence peut avoir la mère ? Ce qui est certain, c'est que l'endométriose, c'est l'endomètre qui s'étend, qui envahit d'autres parties du corps. C'est-à-dire qu'au lieu d'être concentré dans la matrice, il va se développer et envahir d'autres parties du corps. Donc, symboliquement, c'est intéressant. Parce que la matrice, qu'est-ce que c'est ? La matrice, c'est le lieu de la gestation. C'est le lieu où le fœtus se développe, où il est normalement dans un milieu totalement protégé, et ce milieu va ensuite lui permettre de naître à la vie, de naître à une autre vie. Parce que la conception est une première naissance, et puis il y a la naissance, c'est-à-dire quand l'enfant quitte le corps de la mère et qu'il naît à une autre forme de vie. Et donc l'endomètre a une fonction qui est quand même extrêmement importante et intéressante, symboliquement, puisque le père n'a pas de matrice. Donc forcément, les maladies de l'endomètre parlent soit de la relation qu'a la personne à son propre féminin, c'est-à-dire à sa capacité d'être mère, à sa peur d'être mère, à son envie d'être mère, à toutes ces choses-là, puisque la matrice, c'est la maternité, hein. Mais c'est aussi le lieu de la créativité, parce que l'enfant, c'est une création. Donc, toutes les maladies de l'endomètre parlent aussi de toute créativité qui ne peut pas s'exprimer, qui ne peut pas exister, qui ne peut pas se développer, ou qui a pris des formes peut-être pas ajustées. Et enfin, et il ne s'agit absolument pas de culpabiliser les mères, parce que chaque mère fait exactement comme elle peut avec ce qu'elle a elle-même reçu. Mais c'est vrai qu'on observe de façon étonnante que très souvent, les jeunes femmes qui ont un problème d'endomètre et qui ont une endométriose ont une relation atypique avec leur mère. Et l'atypisme peut aller dans les deux sens, c'est-à-dire que la relation peut être atypique dans un sens douloureux, mais elle peut être atypique dans un sens aussi très fusionnel, trop fusionnel peut-être. Il y a un envahissement de la figure maternelle dans la psyché de la jeune femme ou de la jeune fille, et cet envahissement-là, même s'il est très inconscient, eh bien on va dire que la maladie permet de le révéler et permet par cette révélation de faire un chemin pour essayer de trouver son autonomie, sa liberté et de pouvoir transformer la relation qu'on a à la mère et donc souvent à l'autre et parfois même à l'amour. Pourquoi pensez-vous que les femmes qui rencontrent des relations difficiles avec la mère n'ont pas toutes de l'endométriose ? Et ça, c'est le grand mystère. Ça, c'est le grand mystère. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est une possibilité, une hypothèse, mais qu'il est important de ne pas le vivre comme une vérité. C'est très complexe et très subtil. On peut juste observer. Alors, pourquoi certaines jeunes femmes qui ont une relation complexe avec leur mère ne développent pas d'endométriose ? Eh bien, peut-être parce que la relation, je ne sais pas, là, ce sont des hypothèses que j'émets avec vous de façon tout à fait spontanée, mais peut-être parce que même si la relation est fusionnelle avec la mère, la personne n'est pas dans une forme d'étouffement, qu'elle y trouve quelque chose de merveilleux et de très constructif, ou en tout cas qu'elle en a fait quelque chose de constructif pour elle. Et quand la relation est chaotique, et qu'il n'y a pas de problématique de cet ordre-là, ce qu'on observe souvent quand même, c'est qu'il y a des prises de distance.
J'ai pris l'initiative de poser cette question au sujet de la mère et de la relation à la maladie en psychologie parce que cette piste a été abordée par nombre d'interlocuteurs que j'ai croisés sur le chemin de mon endométriose. Des médecins, des personnes qui tentaient de m'aider ou alors juste des gens interrogatifs qui voyaient dans l'endométriose le lien intrinsèque à l'utérus et donc à la mère. Ce ne sont évidemment que des pistes de réflexion pour trouver peut-être des clés pouvant accompagner un chemin de guérison. Mais chaque histoire est singulière. Il ne faut pas oublier que les individus réagissent différemment à des causes communes, à chacun de faire ses interprétations. En réfléchissant à ce sujet, le sujet de la transmission des mémoires du corps, mes yeux parcourent le magazine Inexploré, un magazine créé par l'INRES, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires. Il recherche l'extraordinaire dans nos vies. Voici ce que j'ai trouvé dans l'article « Se libérer des mémoires », l'expérience de la période pendant laquelle les parents ont caressé le projet ou non d'avoir un enfant compte beaucoup. Nous venons de leur univers, de leur existence, de leur imaginaire, eux-mêmes chargés d'une multitude d'expériences, de vie, de traumatismes et de joie. L'embryologie nous indique que la peau du fœtus vient du même foyer embryonnaire que les cellules du cerveau et que cet organe a la capacité de stocker des informations. Peut-être qu'une écharde dans la chair, un caillou qui empêche l'énergie de circuler, cette énergie créatrice, viendrait nous empêcher de développer un fonctionnement normal. Peut-être que ce n'est pas le cas, mais de cheminer sur ses racines, sur son existence, n'a jamais tué personne. Il ne s'agit pas là d'effectuer une expérience nombriliste, subjective ou totalement tournée vers soi, mais justement de se comprendre pour s'ouvrir aux autres. Avec l'endométriose, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est aussi de reconnaître mon impuissance devant le chagrin, la peur ou les douleurs. L'idée n'est évidemment pas de semer la zizanie ou de rentrer en conflit avec un parent ou un autre ou un donneur de soins, mais uniquement d'oser se poser cette question ou d'oser la poser à notre entourage. Elle est fédératrice dans la construction. S'il n'y a pas de problème, vous le sentirez très vite et passerez à autre chose. Et si quelque chose vous dérange, vous questionne, ce sera peut-être l'occasion tout simplement de découvrir et de vous libérer d'une histoire qui vous pesait, consciemment ou inconsciemment. Je poursuis mon échange avec Victoire en lui posant une dernière question. La question est simple. Si elle pouvait donner un conseil aux femmes atteintes d'endométriose, que leur dirait-elle ? Oula, ça c'est intéressant, intéressant comme proposition. Alors, je vais vous répondre en fait que moi je suis persuadée que notre corps est notre meilleur ami. C'est-à-dire que je pense que notre corps nous donne beaucoup de signes pour éveiller notre attention sur le fait que la façon dont nous vivons, ou ce que nous pensons, la façon dont nous traversons nos émotions, les événements de la vie, est cohérent et juste pour nous ou ne nous fait pas de bien. Et je pense que dans notre société occidentale, on met beaucoup le corps de côté. On le met un peu moins de côté depuis quelques années parce que nous apprenons à nous écouter un peu plus. Mais pendant pendant pas mal de décennies d'ailleurs, et même plusieurs siècles, nous avons appris à ne pas nous écouter. C'est-à-dire à avancer coûte que coûte, à ne pas nous écouter, à être courageux. Le courage, c'était ne pas s'écouter. Alors que l'étymologie du terme courage, c'est agir avec cœur. Donc le courage pourrait être de s'écouter. Mais pas de s'écouter dans le sens je me lamente, je me victimise, mais dans le sens, par exemple, j'ai une douleur à tel endroit, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas bien assis quand j'écris ou quand je travaille à mon ordinateur, avec mon ordinateur. Vous voyez, le corps exprime des choses pour nous permettre de réajuster notre façon de fonctionner et d'être. Et donc le conseil que je donnerais à toute personne, pas seulement aux personnes qui souffrent d'endométriose, mais à toute personne qui souffre, c'est d'essayer de peut-être remonter au fil de la souffrance et d'essayer de remonter à l'origine des premiers symptômes et de voir ce qui se vivait à ce moment-là. Alors le problème de l'endométriose, c'est que c'est une maladie qui est souvent sourde, c'est-à-dire qu'elle se développe de façon pas du tout douloureuse pendant un temps, et quand elle devient douloureuse, c'est souvent qu'elle a pris beaucoup d'importance.
Le conseil que je pourrais donner spécifiquement pour les personnes qui souffrent d'endométriose, mais les conseilleurs ne sont pas les meilleurs, hein, et c'est toujours facile de donner des conseils quand on ne vit pas quelque chose, mais c'est de se dire que peut-être que ce corps qui fait souffrir essaie de nous dire quelque chose, et essayer de comprendre ce qui dans nos vies n'est pas ajusté, et comment on peut essayer de transformer nos vies pour être plus ajustées. Voilà, peut-être que ça pourrait déjà être intéressant. Nous parlons là de psychosomatique ou de langage corporel. La psychosomatique n'est pas un gros mot. Elle ne vient pas nier l'existence de la maladie. Une maladie psychosomatique n'est donc pas une maladie qui n'existe pas vraiment. C'est juste une maladie qui part d'un vrai constat physique, de vrais symptômes physiologiques, mais qui peuvent être fortement aggravés par le stress par exemple, ou d'autres facteurs psychologiques. Le stress induit de façon globale des modifications de l'immunité et de l'inflammation au niveau de l'organisme. L'endométriose est une maladie inflammatoire et une maladie de l'immunité. Donc le stress ou d'autres facteurs psychologiques peuvent très nettement venir accélérer l'arrivée d'une crise ou augmenter la violence d'une inflammation par exemple. La psychosomatique est une science qui continue d'évoluer et d'être alimentée par la recherche aujourd'hui. C'est aussi de ça dont Victoire Tessman nous parle quand elle nous parle d'émotions et de maladies. Mais par exemple, Annick de Souzenel, qui est une merveilleuse chercheuse en symbolique du corps, influence ma pensée quand je dis des choses comme ça, mais aussi, toute la psychosomatique, tout ce qu'on apprend en fait quand on fait une formation de psy entre guillemets, la psychosomatique nous parle du fait que notre corps, quand on n'écoute pas à un autre niveau, notre corps somatise. Et ça, je pense que la médecine en prend de plus en plus compte, mais malheureusement pas encore assez. Aujourd'hui, la situation est en train d'évoluer. La médecine prend de plus en plus en compte les facteurs émotionnels que le patient ou la patiente va essayer de lui témoigner pendant les rendez-vous. La peur, la colère, la tristesse sont les principales émotions que ressentent les patients atteints de maladies chroniques comme l'endométriose. J'aime beaucoup ce que Catherine Emlé-Périssol, psychothérapeute, explique sur le chemin émotionnel de la patiente. Quelles sont ses premières émotions ? La première intention est généralement la peur, laquelle peut entraîner le déni et l'évitement. On fuit sa maladie. Puis vient ensuite un sentiment de colère. Tout à fait logique, sachant que l'on ne peut pas fuir face à une maladie chronique qui n'a pas encore trouvé de remède. Cette colère se manifeste soit contre les médecins, soit contre la maladie elle-même. Et on peut donc être en colère contre soi-même. En dernière phase, les patientes se rendent compte que malgré la lutte, la maladie est toujours là. Il n'y a plus d'autre choix que de se soumettre, ce qui signifie enfin l'arrivée de l'acceptation. Vient souvent avant une phase de tristesse, qui va de pair avec un certain fatalisme, et puis la vraie acceptation, l'acceptation libératrice, prend enfin sa place rayonnante et lumineuse. Dans certains cas, on peut avoir le sentiment que la personne se laisse aller et ne combat plus. C'est lorsqu'elle n'écoute pas ses émotions. La patiente a alors l'impression d'abattement et de désespoir. Elle a le sentiment d'être seule face à sa propre maladie. Et avec l'endométriose, le sentiment de solitude est particulièrement présent. L'idée que c'est comme ça, on n'y peut rien, peut générer un état dépressif. Combattre sa maladie ne doit avoir en aucun cas la traduction de se combattre soi-même, mais juste de vouloir et de réussir à exprimer ses émotions. La psychologie positive a le mérite de nous inviter à formuler les choses en se plaçant du côté de la vie plutôt que de la mort. Mais si elle a des avantages, elle a aussi une limite. Et je voulais vous mettre en garde. Attention à ne pas toujours se pousser plus vers la performance. Et chaque diminution de vitalité dans ce cas-là est vécue comme un problème. Autrement dit, la psychologie positive est bénéfique si elle nous aide à accepter la réalité, pas si elle nous conduit à la maquiller. Remettre les émotions au centre du parcours de la femme atteinte d'endométriose est indispensable, que ça soit sur le plan génétique, la mémoire du corps, la transmission, ou alors sur le plan gestion émotionnelle de cette crise qui est une maladie dans une vie. Il faut quand même considérer ce sujet comme étant l'un des 4 piliers de la guérison. Vous êtes nombreuses à me raconter des événements ou des rencontres traumatisantes avec des médecins ou avec des amis à qui vous avez essayé de parler et qui n'ont pas compris. Écoutez, considérez vos émotions. Pour ma part, mon premier rendez-vous, lorsque j'ai appris que j'avais de l'endométriose, a été catastrophique. J'ai trouvé une médecin spécialisée grâce à Internet en tapant endométriose sur Google
Et lorsque je me suis rendue dans son cabinet, à Paris, elle n'était pas tout à fait disposée à m'écouter. Elle m'a dit que je la stressais avec mes problèmes et que, pour le moment, elle n'avait pas le temps de m'écouter, que j'étais dans un état lamentable et qu'il fallait que j'attende pour pouvoir revenir lui parler. J'ai été sciée. J'ai même appelé mon copain pour qu'il vienne me chercher en voiture, car je me sentais tellement seule que je ne savais même plus où aller. Chercher un médecin, rentrer chez moi, aller me cacher, appeler une amie. La confusion était totale. Cet épisode a été pour moi un véritable bonheur à enregistrer via ma rencontre avec Victoire Tessman qui a illuminé mon moi et puis aussi via le chemin que j'ai parcouru intérieurement. C'est toujours très agréable de voyager en soi-même et de se rencontrer un peu. Si les épisodes de Parlons d'Endo vous plaisent, je vous invite à nous rejoindre sur le journal de l'endométriose sur Instagram si vous vous sentez perdu ou découragé face à la maladie, que vous ne savez plus comment vous soigner ou vers qui vous tournez, n'hésitez pas à contacter EndoFrance et à aller voir leur site endofrance.org, cette association qui se bat pour les femmes atteintes d'endométriose et qui est en grande partie responsable positivement de la connaissance du sujet aujourd'hui, pourra répondre à vos questions, vous aider et vous orienter vers des personnes de confiance. Je tenais aussi encore et toujours à vous remercier. Parlons d'Endo continue de vivre, d'évoluer, d'être partagé et c'est grâce à vous que le sujet de l'endométriose devient de plus en plus conséquent et de plus en plus vivant. Les idées reçues sont en train de tomber et la route est encore longue évidemment, mais je me réjouis de voir que les avancées font partie aussi de notre parcours à chacune et que bientôt peut-être la prise en charge par des centres experts sera totale, la parole libérée et les femmes assumeront sans tabou de discuter de ce sujet comme un autre et pourront ainsi aider les enfants, puis les enfants des enfants, ainsi de suite jusqu'à la libération totale. Merci Victoire d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et d'avoir accepté de participer à Parlons d'Endo. Cela me donne un peu d'espoir et quelques idées pour encore mieux vivre l'endométriose. Comme je l'ai dit au début, vous êtes psychanalyste et c'est en cette qualité que vous avez répondu à mes questions aujourd'hui, mais vous êtes aussi auteur et je crois que vous travaillez en ce moment sur un ouvrage, sur un livre pour être meilleure citoyenne de notre monde et incarner vraiment la vie que nous menons au sein de tous ces êtres vivants dont nous ne sommes qu'une infime partie. Le livre de Victoire s'appelle « Si je change le monde change, l'effet papillon ». Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Je suis très interpellée en tant que mère, grand-mère, par ce qui se passe dans le monde et notamment au niveau du climat. Et j'ai eu envie de parler de comment moi je fais pour essayer d'être une citoyenne du monde qui respecte la planète, les autres êtres vivants. Et je pense que tout commence par nous-mêmes. C'est-à-dire que plus, et là ça rejoint, c'est que plus je suis dans le respect de moi-même, dans une présence ajustée à moi-même, cohérente à moi-même, plus ce que je vais offrir au monde et l'attention que je vais porter aux autres va être respectueuse, ajustée et cohérente. Et je dis toujours que je pense que si on élevait nos enfants en leur apprenant ce qu'est la communication non violente, dont Thomas Dansbourg en fait une diffusion magnifique par les enseignements qu'il donne, ou si on apprenait à nos enfants ce que sont les accords Toltec, qui est une sagesse amérindienne très ancienne, notre humanité ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il y aurait beaucoup plus de coopération, beaucoup moins de compétition, beaucoup plus de solidarité, beaucoup moins de peur, et que vraisemblablement notre planète irait beaucoup mieux aussi. L'épisode 6 parlera des techniques anti-inflammatoires naturelles et de cette routine que les femmes essayent, toutes celles en tout cas qui ont ça en tête, de mettre en place, avec évidemment ses difficultés, ses découragements, mais aussi ses victoires et l'importance en fait de réussir à mettre en place une sorte de rituel pour que son corps soit apaisé le plus souvent possible et que l'arrivée des règles, si règles il y a ou que juste le cycle, ne soit pas trop un fardeau pour la femme qui essaye de vivre sa vie comme elle l'entend. Ainsi s'achève l'épisode 6 de Parlons d'Endo. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous apportera peut-être l'envie de cheminer un peu différemment sur le chemin de votre maladie ou tout simplement d'écouter un peu différemment les autres. Et n'oubliez pas, parlons d'endo, un peu n'importe comment, à l'image de la maladie, mais parlons d'endo.